Ah ah. Vous savez pas faire ça, vous? En même temps, vous me direz, c'est un peu normal, hein? Vous n'en avez pas vraiment besoin. En revanche, il y a autre chose que je sais faire et que vous pourriez très bien apprendre à faire. C'est danser dans le ciel. Mais d'abord, est-ce que vous aimez danser? Vous aimez danser? Oui, je l'ai vu hier soir. Vous aimez danser. Moi, j'ai toujours adoré danser. Pour moi, danser, c'est lutter contre tout ce qui retient, ce qui enfonce, ce qui pèse, alourdit. C'est se lever, bondir, sauter, pirouetter, tournoyer, glisser, tomber, trébucher, rire, exulter. C'est sentir la vie couler dans les veines. J'ai toujours adoré danser. Jusqu'à cet accident qui me cloue dans un fauteuil à 16 ans. Alors, j'ai essayé de continuer après. Mais comment vous dire? Avec l'encombrement du fauteuil, j'étais devenue le seul éléphant sur Terre à se balader avec son magasin de porcelaine. Maladroite, malhabile. Et à chaque fois que la vaisselle se cassait, elle me rappelait que j'étais en miettes. Cassée, brisée, en 1000 morceaux. Je n'étais plus libre, ni dans mon corps, ni dans ma tête. À moitié morte. Alors j'ai fini par envoyer tout balader. Les médecins, les psys, les études et même les chaussons que mes parents laissaient traîner dans les couloirs de la maison, ils ont volé par la fenêtre. Allez hop, dehors. Ça a duré pendant 2 ans. Je pouvais rester des heures entières, allongée dans mon lit, dans le silence, à contempler les 4 murs de ma chambre. Je réfléchissais. D'autant qu'à ce moment-là, nous sommes en 1991. Et à ce moment-là, on me dit que mon avenir est tout tracé, c'est une ligne droite. Les allocations familiales, le canapé et la télé. Aujourd'hui, on dirait les écrans d'ordinateur, les portables, les consoles de jeux. Une vie entière à attendre que ça passe, à écouter l'horloge du temps, à regarder de ma fenêtre vivre les gens. À 16 ans. Mais vous vous doutez bien que si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai choisi de faire autrement, tout à fait différemment. D'abord, j'ai beaucoup réfléchi à ces mots qu'avait prononcés mon père à ma première sortie d'hôpital. Ah ben, qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant, avec une handicapée à la maison? Je ne lui en veux pas, je le comprends. Il faut simplement que je vous explique ce qui se passe à ce moment-là. C'est tout simple. C'est la vie. Coco Chanel disait « Lorsqu'une femme porte une belle robe, on voit la femme. Lorsqu'elle porte une vilaine robe, on voit la robe. Chez moi, on ne voit que le fauteuil roulant. Mes qualités, on les oublie. Et on ne voit plus que mes défauts. Et on me donne une réputation. Je ne sers plus à rien. Pourtant, moi, je suis restée la même. Je suis toujours Dorine. Ce fauteuil ne dit rien de mon identité. Qui je suis, de mes goûts, de mes projets, de mes rêves. Mon identité, ce n'est pas d'être handicapée. Mais on ne me donne pas la réputation de mon identité. On ne me donne qu'une réputation, je n'ai plus d'identité. Et ça, c'est pour tout le monde pareil, parce qu'on est attaché au visible, à ce que l'on voit. Et c'est pour tout le monde pareil, à tous les niveaux, même dans la vie de tous les jours. Je prends un exemple. Je fais venir le plombier. Je fais venir le plombier pour le plombier. Je le fais venir pour ce qu'il sait faire et non ce qu'il sait être. Le médecin est médecin. Je vois la fonction, mais je ne vois pas la personne qui est derrière. Et en entreprise, c'est la même chose. Je vois les compétences des collaborateurs et il faut faire plusieurs pas pour aller vers la personne, au-delà de la seule fonction. Entre l'identité et la réputation, il y a toujours une distance entre ce que l'on dit que je suis et ce que je suis vraiment. Et cette distance, elle va devenir votre souffrance ou alors votre projet, ce qu'il y a de plus important pour vous.
Alors, chacun son chemin, plus court, plus long, mais interrogeons-nous sur ce que l'on voit, sur le regard qu'on porte sur les autres. Parce qu'avec le handicap, c'est juste l'enfer. Il faut tout prouver, prouver plus que les autres. On vous dit handicapé, donc impossible. Allez changer le monde avec ça. Et à 16 ans, soit tu es broyé, soit tu t'en sors. Mais vous avez entendu ce que je viens de vous dire. Derrière le fauteuil, il y a celle que je suis vraiment et qui est différente de celle que l'on voit. Voilà pourquoi je suis venue partager mon parcours avec vous aujourd'hui. Parce que j'ai obtenu des victoires. Et si j'ai réussi, c'est grâce aux autres, à l'échange, au partage. Ubuntu, ça vous parle ? Je suis parce que nous sommes. Je suis grâce aux liens que j'ai tissés avec les autres. Et je suis venue vous dire ceci. Ce que j'ai appris, les impossibles, vous pouvez les faire tomber tous, les uns après les autres. D'ailleurs, je vous souhaite d'en rencontrer, je vous souhaite des impossibles, parce que quand tout va bien, ouais, ok, c'est génial, mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est quand c'est impossible. Moi, j'avais le choix entre 2 programmes, allocation canapé, écran télé, ou impossible liberté. J'ai choisi la vie, j'ai choisi l'impossible, j'ai choisi la liberté. Et j'aimerais vous donner cette liberté à vous aussi, que vous puissiez vous dire l'impossible est pour moi, je l'attends, j'en fais mon affaire, parce que c'est la vie. Alors, naturellement, on n'a pas besoin de vivre un accident pour grandir. Moi, je m'en serais bien passée. Mais dans ces moments de solitude, où je me suis retrouvée seule dans le silence, seule face à moi-même, alignée avec moi-même, dans une profonde sincérité, débarrassée du superflu, j'ai compris. J'ai compris ce pourquoi j'étais faite, ce pourquoi j'ai toujours été faite en réalité, et qu'il ne fallait pas abandonner, voler et vivre comme mes héros, au service des autres, pour les autres, et comme eux, ne jamais reculer devant l'obstacle. Vous avez des héros, des modèles, des gens qui vous inspirent, qui vous font rêver ? Eh bien, moi, j'ai grandi dans le mythe des pilotes de l'aéropostale. Vous savez, ces hommes qui ont écrit les premières lignes aérienne de l'histoire. Ils transportaient du courrier de Toulouse à Saint-Louis du Sénégal dans des petits coucous, des Breguet 14, des petits coucous qui n'étaient absolument pas faits pour ce genre de mission. Ils volaient sans instrument de navigation, à cockpit ouvert, dans les vents de sable, les turbulences. Il arrivait parfois qu'ils perdent leurs marchandises quand ce n'était pas le passager qui était mal attaché à l'arrière de l'avion. Des noms sont restés célèbres de cette grande aventure. Il y a le célèbre Antoine de Saint-Exupéry, Guillaumet. Et puis, mesdames, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Mermoz, le beau Mermoz. Ces hommes ont réussi ce que d'autres pensaient impossible. Et comme moi, j'étais un peu garçon manqué, eh bien, je voulais leur ressembler. Alors, à 15 ans, je m'inscris à l'aéroclub d'Auvergne, là où vole mon père le week-end. Je vous explique. On habite à 60 km dans un petit village, mais je me suis organisée avec ma tante Denise. Elle me loge dans son studio à Clermont-Ferrand, tout près des usines Michelin. J'ai tout prévu, j'ai tout organisé. J'ai l'argent de mes anniversaires, l'argent des petits boulots. Chez nous, un sou est un sou. L'aviation, c'est notre passion. Moi, je lui donne tout. Aide-toi et le ciel t'aidera. Cette expression prend tout son sens. Et puis, au bout de quelques semaines, arrive ce qu'on appelle dans le jargon des pilotes le premier lâcher, c'est-à-dire la première fois où je vais voler seule dans le ciel. Vous imaginez, j'ai 15 ans, je n'ai même pas mon permis de conduire. Et je me souviens encore ce jour-là qu'il y avait un peu de vent de travers. Et au moment de l'atterrissage, mes pieds se sont mis à trembler sur les palonniers parce que j'avais peur de me manquer. Et j'ai compris ce jour-là qu'apprendre à piloter, c'était aussi apprendre à mettre ses émotions de côté. On ne peut pas contrôler ses émotions, ses peurs, sa tristesse, sa colère, mais on peut apprendre à ne pas l'écouter.
Alors mon père, très fier de sa fille, me baptise aussitôt Mère Mosette. Et moi, ça m'encourage. 9 mois plus tard, c'est l'accident. Alors je vous rassure tout de suite, je ne suis pas venue ici pour vous faire pleurer. D'autant ce que j'aime, moi, c'est les rires, la joie, la bonne humeur. Je me souviens, quelques jours après mon arrivée à l'hôpital, par la porte entrouverte, j'ai entendu des rires. Et j'ai été attirée par ces rires. Je suis allée voir. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est que ces rires m'apaisaient. Ils apaisaient ma douleur. J'ai compris que la joie était une force supérieure à toute autre chose, un moment volé sur tout le reste, les soucis, les problèmes, la tristesse. Cette joie m'a littéralement réparée de l'intérieur, soignée de l'intérieur. Elle m'a beaucoup servi et elle me sert encore aujourd'hui. Et quand je ne la trouve pas en moi, je vais la puiser chez les autres. Alors pour autant, est-ce que ça a été facile ? C'était l'enfer. Il y avait tant de choses qu'on me disait impossibles. Alors certaines compréhensibles, bien sûr, et puis d'autres complètement idiotes. En tout cas, relevant de l'ignorance de ce qu'une personne handicapée peut être capable de faire. Et moi, ce que je voulais vraiment faire, c'était voler. Mais alors, si c'était impossible, pourquoi s'acharner ? Eh bien, à ce moment-là, je suis exactement là où vous avez été un jour. Quand c'est impossible, c'est impossible. Et c'est pour tout le monde pareil. Finalement, ça n'est pas plus pour moi que pour les autres. L'impossible, c'est impossible. Mais rappelez-vous, quand l'impossible se présente, on a toujours le choix. La vraie question, c'est j'y vais ou j'y vais pas ? Je prends ou je prends pas ? Quel programme je choisis ? Allocation canapé télé ou impossible liberté ? Je choisis l'impossible, naturellement. Je choisis la liberté. Vous savez, même les murs de 400 mètres, on y arrive. Alors, ce n'est pas un fauteuil roulant qui va m'arrêter. Le monde, l'univers ne s'arrête pas de tourner, lui. Et moi, j'ai envie de tourner avec. J'ai envie de danser avec. Et à ce moment-là, je me souviens de la joie qui courait dans les couloirs d'hôpital. Et je me souviens de cet article que je lis dans un magazine. J'attendais la grâce. Et la grâce arrive. Dans un article, je lis que des handicapés volent à Toulouse. C'est merveilleux. Alors j'appelle. Bien sûr, je ne peux pas y aller tout de suite. Une chose à la fois, chaque chose en son temps. D'abord, passer mon permis de conduire sera mon meilleur médicament. La porte suivante, derrière, ce sera le brevet. Il ne faut voir que la marche qui arrive. Derrière chaque marche, il y a une liberté. Et c'est comme ça qu'à 20 ans, j'ai obtenu mon brevet de pilote sur un avion équipé de commandes manuelles de pilotage. À 27, je suis devenue le leader d'une patrouille aérienne. À 28, j'ai fait changer la réglementation française pour permettre aux personnes handicapées des membres inférieurs de pouvoir devenir pilotes professionnels, un métier qui était jusque-là interdit aux handicapés. On appelle ça faire du lobbying. Vous le faites à plusieurs, avec vos organisations professionnelles. Nous étions 3. On l'a fait aussi. Aucun handicapé ne sera pilote professionnel, disait la loi. Il a fallu 7 ans. On a fait changer la loi. Après, j'ai donné la vie. Je suis devenue maman. Et oui. Et ensuite, je suis devenue à 40 ans la première femme handicapée au monde pilote de voltige. Alors la voltige, qu'est-ce que c'est ? C'est comme une danse, sauf que là-haut, on est en l'air. Un élément où l'homme n'a rien à y faire et où les risques sont maximum. Alors comment va-t-on faire pour diminuer les risques ? Eh bien d'abord, il faut faire de manière excellente ce que l'on sait déjà très bien faire. C'est-à-dire monter, excellent. Descendre, excellent. Virage, excellent. Ligne droite, excellent. On coche les cases, malgré le vent, malgré les turbulences. Et si ce n'est pas excellent, on recommence. Mieux monter, mieux tourner, mieux descendre. On perfectionne le geste. L'excellence, elle se gagne à chaque fois. Elle se gagne à chaque pas. Mais n'allez pas croire que c'est une forme de routine, une répétition d'un même geste. À chaque fois, c'est du neuf. Un geste que l'on fait à nouveau, avec l'excellence au bout des doigts. On l'a fait 1000 fois, mais on va le faire mieux encore, inlassablement. Quand on en est là,
les risques sont tout petits. Quand on en est là, on peut se dire qu'on est prêt à prendre des risques. On est prêt pour l'inconnu, on est prêt pour l'aléa. Ces mots qu'utilisent les hommes et qui les font douter d'eux-mêmes. Mais là-haut, pas de doute possible. Je dois garder le cap, m'ajuster, m'adapter, quelles que soient les circonstances, malgré les circonstances. Alors c'est difficile. C'est difficile parce que chaque vol est différent. Un vol n'est jamais un copier-coller d'un autre vol. Il y aura toujours une part d'aléa, une part d'inconnu. Je ne me sentirai jamais, je me sentirai probablement jamais totalement prête. Je me sentirai probablement toujours un peu nulle. Mais en réalité, je ne le suis pas. Parce que cette part d'inconnu m'oblige à être créative, m'oblige à aller au-delà de ce que je croyais être, à devenir. Le livre n'est pas écrit, je suis en train de l'écrire. Tout ce que j'ai répété au sol, je le connais par cœur. Et puis, il y a la vie. Il y a ces 3 petits points, ces 2 points, ouvrez les guillemets, cette phrase que je n'aurais jamais pensé écrire et qui est merveilleuse. Eh bien, voyez-vous cette phrase, il faut l'attendre. Lorsqu'elle se présente, elle est expérimentale. Et à la fin du chapitre, c'est devenu une expérience. Elle était en devenir, elle est en moi maintenant. C'est ma richesse pour toujours. Lorsque je redécollerai la prochaine fois, rien ne sera comme avant. Alors je récapitule. En voltige, comme dans vos métiers, il faut répéter ce que vous savez très bien faire. Pour en 2, abaisser les risques. C'est comme ça qu'en 3, on accueille l'inattendu. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on innove. Répétez jusqu'à la virtuosité, jusqu'au moment créateur, le nuage, le coup de vent. Là, vous serez dans la vraie vie, là, vous vivrez. Vous serez au-delà de l'impossible. Et n'oubliez jamais, on ne peut rien faire seul, mais toujours ensemble. Non pas parce qu'on sait mieux ensemble, mais parce qu'on est plus ensemble. Une équipe, c'est des intelligences, des savoir-être et des savoir-faire. Alors mobilisez vos équipes, ne renoncez pas, mobilisez vos intelligences, vivez. Et si vous êtes face à un impossible, dites-vous chouette, voilà un mur, on va l'abattre. Voilà un impossible, un obstacle, on va passer par-dessus. Moi, je hais les plaines monotones. Souvenez-vous des 2 programmes, allocation canapé, écran télé ou impossible liberté. Et lorsque vous aurez atteint votre objectif, n'oubliez jamais de fêter votre équipe. Moi, c'est la première chose que j'ai faite lorsque je suis devenue pilote de voltige. J'ai fêté mon équipe parce que mon moteur à moi, ce qui m'a fait tenir, c'est la joie. Et dans cet accident, j'avais plus à perdre en perdant ma joie qu'en perdant mes jambes. Merci. Vas-y. Faut qu'elle remonte sur scène, hein? Merci.